Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Le destin de Dominique Strauss-Kahn va se jouer dans quelques minutes. L'ancien directeur général du FMI que vous voyez sur ces images, c'était il y a une demi-heure à peine, arrivé au tribunal pénal de Manhattan aux côtés de son épouse Anne Sinclair, va comparaître à nouveau devant la justice américaine. Une comparution surprise annoncée cette nuit. Le tribunal pénal de Manhattan sera amené en effet, à la demande des avocats de DSK, à réexaminer ses conditions de détention, voire une éventuelle libération. En effet, ce soir, selon certaines sources, le procureur serait prêt à accepter la libération sur parole de Dominique Strauss-Kahn. Des éléments nouveaux, en effet, révélés il y a peu par le New York Times, sont à l'origine de ce retournement très spectaculaire de situation. Avant de rejoindre nos invités, le rappel des faits. Tam Tra Nui. Les enquêteurs auraient découvert des lacunes majeures dans la crédibilité de l'accusatrice. Nafissatou Diallo, la femme de chambre qui accuse Dominique Strauss-Kahn de viol, est soupçonnée d'avoir menti à plusieurs reprises depuis le début de l'enquête et d'être impliquée dans des activités criminelles. Ce coup de théâtre pourrait se confirmer à 11h30 heure de New York, 17h30 heure de Paris, lors de la comparution de DSK devant le tribunal pénal de Manhattan. L'agence Bloomberg a affirmé que le procureur aurait accepté de libérer sur parole l'ex-directeur général du FMI, actuellement assigné à résidence. DSK serait alors relâché et la justice lui rendrait sa caution de 6 millions de dollars sans pour autant abandonner les poursuites. Le New York Times ajoute que Dominique Strauss-Kahn pourrait voyager à l'intérieur des États-Unis, le juge conservant son passeport. La décision revient maintenant au juge Michael Obus. Hier, le procureur et la défense ont discuté d'un éventuel abandon des poursuites criminelles et de leur remplacement par un simple délit. Seule la séquestration pourrait être retenue contre DSK. Mais les avocats de Dominique Strauss-Kahn devraient rejeter une telle éventualité. Si la preuve est apportée que la plaignante a menti dans ce procès qui se résume à la parole de l'un contre celle de l'autre, c'est le socle même de l'accusation qui est détruit. C'est évidemment, et vous l'avez compris, un tournant dans cette affaire déjà extrêmement fertile en rebondissements. Alors, pour vivre ensemble cette nouvelle audience, nos invités ont rejoint le plateau de Public Sénat. Merci François Pupponi d'être avec nous ce soir, député maire bien sûr socialiste de Sarcelles, très proche de Dominique Strauss-Kahn. Avec nous également notre chroniqueur politique, Michael Zamès, et Caroline Deschamps, notre spécialiste de l'Internet qui relayera pour nous ces fameux Twitter, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux qui ne manqueront pas de parvenir même de la salle d'audience. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, vous avez déjà des informations de cette salle d'audience? Que se passe-t-il? C'est la foule des grands jours, oui. Ça on peut le dire. La presse américaine est venue en masse. Ce que je peux vous dire, c'est que l'avocat de Nafissatou Diallo, Kenneth Thompson, est présent. Il a échangé quelques mots avec l'un des substituts du procureur et tout le monde chuchote et tout le monde en fait attend l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn dans la salle d'audience. Mais Dominique Strauss-Kahn n'est pas encore présent devant le juge. Non, tout le monde l'attend. Très bien. Le juge non plus n'est pas dans la salle pour le moment. À côté de vous, Caroline Deschamps, Jean-Didier Belleux, vous êtes avocat, spécialiste en tout cas du droit américain. Alors, je le disais, selon certaines sources, Bloomberg TV en l'occurrence, le procureur accepterait ce soir de libérer Dominique Strauss-Kahn sur parole. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors d'abord, c'est pas le procureur qui libère, c'est le juge. Le procureur donne sa position. Oui. C'est pas étonnant. Si la crédibilité de la plaignante est à ce point atteinte et lézardée, il y va de la crédibilité aussi du procureur qui est en campagne pour sa réélection. C'est très important. Aux États-Unis, M. Cyrus Vance Jr. a été élu et il participe à sa campagne pour sa réélection. Donc c'est aussi sa crédibilité. Libéré sur parole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est libéré sans caution. Oui. C'est-à-dire qu'on va rendre éventuellement la caution versée par Dominique Pas éventuellement. Si M. Strauss-Kahn est libéré sur parole, il n'y a plus de mesures coercitives contre lui. Donc il n'y a pas un amoindrissement ou un assouplissement des mesures coercitives. Il n'y a plus aucune mesure coercitive contre lui. Et bien évidemment, puisqu'il est libéré sur parole, il n'y a pas de caution et on lui restitue la caution qu'il a versée, que ce soit en numéraire ou par les titres de propriété, comme on le sait depuis le début de l'affaire. C'est-à-dire qu'éventuellement ce soir, Dominique Strauss-Kahn pourra aller et venir, en tout cas sortir de cette fameuse résidence surveillée Mais dont il pourra aller partout sur parlé. le territoire des États-Unis d'Amérique. C'est un continent. Alors, par rapport à ma pratique, et par rapport à ce que nous savons aujourd'hui, je ne pense pas, mais je peux dire évidemment une bêtise, je ne pense pas que son passeport lui sera rendu.
la justice américaine va vouloir s'assurer que M. Strauss-Kahn reste sur le territoire des États-Unis d'Amérique tant que l'affaire n'est pas bouclée, terminée. En tout cas, l'hypothèse d'un procès se volatilise ce soir. Oui, ça c'était une des particularités de la justice américaine. Vous savez que s'il y a procès, c'est devant le petit jury. Oui. 12 citoyens qui, seuls, sans la présence de magistrats, vont décider de la culpabilité ou de l'innocence de la personne poursuivie. Et la culpabilité, c'est à l'unanimité. Donc la décrédibilisation de la plaignante risque fort d'aboutir à une absence d'unanimité du jury pour déclarer M. Strauss-Kahn coupable d'un délit. Caroline Deschamps, les réseaux sociaux disent quoi là maintenant? Alors ce sont les journalistes français et américains qui relaient sur Twitter ce qui se passe. L'audience va être imminente puisque les avocats de Dominique Strauss-Kahn viennent d'entrer dans la salle d'audience et qu'un officier demande aux journalistes d'éteindre les téléphones portables. Bon, ils ont leurs ordinateurs, donc il n'y a pas de souci, ils vont continuer à tweeter. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette notion de crédibilité. C'est peut-être le mot de cette affaire. La crédibilité donc de la victime présumée, Nafissatou Diallo, est profondément remise en cause ce soir. Finalement, c'est toute l'accusation qui s'effondre. Écoutez, oui et non. Je crois, de même que dès le début de l'affaire, tous ceux qui ont quelques positions qui étaient la leur à l'époque considéraient que M. Strauss-Kahn était coupable, c'était monstrueux. Je pense que ce serait pas non plus juste de considérer que M. Strauss-Kahn ce soir est innocent de tout. On n'en sait rien. Il est peut-être innocent de tout, mais c'est pas sûr. Je crois qu'il faut distinguer les mensonges qu'elle aurait commis de manière réitérée, de la plaignante, de manière réitérée, qui sont sans lien avec le dossier dans lequel M. Strauss-Kahn est, à tort ou à raison, impliqué, et les mensonges qu'elle aurait proférés dans le cadre du dossier. L'avocat de la plaignante dit ce soir que rien ne change aux faits reprochés à Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que sur le fond, quelque chose a changé aujourd'hui? Évidemment. Va changer. Cette déclaration, d'abord, c'est facial, c'est une posture, c'est un jeu de poker menteur. Qu'est-ce que vous voulez que mon confrère américain dise d'autre? C'est pas que j'ai de la compassion pour lui, mais enfin, sa situation n'est pas très simple non plus. Bon, donc, il le dit, mais sur un terrain médiatique. Bon, bien sûr que la crédibilité lézardée, voire un peu anéantie de la plaignante change la donne. Cela dit, elle peut avoir menti aux autorités américaines de l'immigration pour avoir son statut de réfugié. Elle n'est pas obligée d'avoir menti sur tout, y compris sur le dossier dans lequel M. Strauss-Kahn est impliqué. Donc c'est pour ça que je ne vois pas qu'aujourd'hui, le procureur abandonne totalement l'ensemble des poursuites contre M. Strauss-Kahn. François Pupponi, vous êtes rentré dans ce studio avec le sourire, en tout cas l'air beaucoup plus détendu qu'il y a encore quelques semaines. Quel est votre état d'esprit du moment à quelques minutes de l'ouverture de cette audience? Je regardais Dominique... Sur vos écrans, je préfère le voir dans cette situation-là que tel qu'on l'a vu il y a quelques semaines. Mais c'est pas une surprise pour moi parce que dès le début, enfin les proches ont dit voilà, accusé de Dominique Strauss-Kahn de viol, c'est tout simplement pas possible. Ça vous l'avez dit dès le début. On le connaît tellement. Je répète, en 20 ans, je ne l'ai jamais vu avoir une parole déplacée envers quiconque, une violence verbale envers quiconque. Alors, me le démontrer comme un monstre tel qu'il a été démontré, c'est tout simplement possible. Donc, dès le début, la version de la femme, pour moi, qui le connais bien, ne tenait pas. Alors, je n'étais pas dans cette chambre, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et aujourd'hui, on a l'air de confirmer qu'effectivement, dans ce qui a été dit. Alors après, il faudra qu'on explique si cette femme a menti, dans le cadre de la procédure, pourquoi a-t-elle menti, pour qui a-t-elle menti. Enfin, après, les questions vont venir. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est vraiment que ce soir, d'abord, il soit libre, qu'il puisse retrouver sa liberté et que très très vite il soit disculpé et qu'il retrouve son honneur. Parce que je pense que ce qu'il a vécu, peu d'hommes sur la planète l'ont vécu depuis bien longtemps, c'est apocalyptique. Et vraiment aujourd'hui je pense à l'ami, voilà, à l'ami, à sa femme Anne Sinclair qui a été exemplaire aux enfants. Le temps viendra de savoir comment, pourquoi ça s'est passé, mais aujourd'hui c'est vraiment l'avenir de cet homme et son avenir personnel qui m'intéresse. Caroline Deschamps. Oui, Fabienne Synthèse de Radio France nous apprend donc que Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair sont rentrés dans la salle d'audience, le juge également, donc l'audience va pouvoir commencer.
Alors bien entendu, on espère des images qui nous parviendront peut-être au cours de cette émission, des images de cette audition de l'ancien directeur général du FMI. Elles vont peut-être arriver comme les dernières fois, les fois précédentes, avec quelques minutes de retard. François Pupponi, vous imaginiez un tel retournement de situation? Sincèrement, nous, on espérait qu'à la fin du procès, qu'on nous annonçait pour janvier, février, il serait acquitté. On n'imaginait pas une autre issue, parce que depuis le début, on ne croit pas à cette histoire. On ne pensait pas qu'il y aurait un tel retournement de situation aujourd'hui. Alors, il faut être prudent. On a appris dans cette affaire qu'il faut être extrêmement prudent. Il ne faut pas que l'effet balancier aille d'un côté comme de l'autre. Enfin, on ne va pas tomber dans l'excès de certains lorsque Dominique a été accusé. Il faut être prudent, mais sincèrement, enfin, quand le New York Times commence à dévoiler un certain nombre de choses... Un journal très sérieux. Que le procureur... Enfin bref, on voit bien qu'il y a un faisceau d'indices qui permet de penser qu'aujourd'hui, on va avoir une bonne surprise et une bonne nouvelle. Après, il faudra que la procédure judiciaire aille jusqu'au bout, qu'effectivement, elle soit complètement blanchie, qu'on lui rende son procès, et qu'une fois qu'il aura retrouvé son honneur, eh bien, il devra nous dire ce qu'il souhaite faire. Mais aujourd'hui, voilà... Je pense que les choses s'éclaircissent quand même un peu et que ce que nous on pensait depuis le début, que Dominique Strauss-Kahn n'était pas un violeur et que cette accusation ne pouvait pas être réaliste vis-à-vis de cette personne que nous aimons tant et que nous connaissons tant, ça a l'air vraiment d'apparaître. Après, le temps viendra, je le dis, qu'on essaie de se retourner sur ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines en France en particulier. Michael Zames. Mais plus tard. Vous avez dit tout à l'heure, là, dans vos propos, on verra ce qu'il veut faire. Ça veut dire que vous lui donnez encore peut-être un avenir politique à Dominique Strauss-Kahn. Mais moi, j'ai toujours été de ceux qui disent que l'avenir politique de Dominique Strauss-Kahn n'était pas terminé. Si, j'imaginais même qu'il soit blanchi, comme je l'ai dit il y a un instant, en janvier-février. Qu'est-ce qui l'aurait empêché en janvier-février, une fois acquitté, de reprendre une carrière politique en France? Il aurait été injustement acquitté, il est blanchi par la justice, il aurait tout le loisir et tout le droit de reprendre. Alors, la question est vraiment, est-ce qu'il en a envie? Voilà. Comment Dominique Strauss-Kahn d'aujourd'hui... Quand on a connu une épreuve comme celle-là, voilà, et c'est vrai qu'il y a un calendrier aussi qui ne permet pas, il faut le dire, aujourd'hui à Dominique Strauss-Kahn d'imaginer d'être candidat à l'élection présidentielle on verra pour 2012. On verra, s'il veut rebondir politiquement, c'est lui qui doit le dire. Et s'il veut, comment il peut... Mais je veux dire par là, c'est qu'il ne faut rien s'empêcher, rien s'interdire. Effectivement, la situation est extrêmement difficile pour lui. Je pense qu'elle est d'abord humainement très difficile. Je pense que le Dominique Strauss-Kahn d'aujourd'hui, le 1er juillet, n'est plus le même que le Dominique Strauss-Kahn du 15 mai. On ne sort pas intact. On ne peut pas sortir intact, mais on peut sortir renforcé. Ça, je suis convaincu qu'il en sort renforcé. Après, aura-t-il la volonté de revenir dans la lutte politique? On verra après. Le temps viendra de se poser des questions, mais pour nous aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il retrouve son honneur, sa dignité et sa liberté. Caroline Deschamps, des nouvelles de l'audience. Oui, l'équipe du procureur a commencé à prendre la parole. Emmanuel Dutheil de BFM TV nous dit qu'elle présente son travail et qu'il y a eu une enquête en profondeur de la victime présumée et que tout ça, je cite, nous a incité à revoir notre position. Merci Caroline. Alors, on a souvent comparé cette affaire DSK à une véritable série de télévision américaine depuis la nuit cette fameuse nuit du 14 mai, il y a un mois et demi, date de son arrestation jusqu'à cette audience. Le dossier DSK n'a jamais quitté l'actualité. Regardez. L'image choc avait traversé le monde en quelques minutes. DSK menotté, accusé d'agression sexuelle sur une femme de chambre. C'était il y a à peine un mois et demi. L'homme nie tout de suite les faits, soutenu par son épouse Anne Sinclair. 2 jours plus tard, la demande de liberté sous caution est rejetée. Celui qui était encore le patron du FMI est incarcéré dans l'immense prison de Rikers Island, inculpé de 7 chefs d'accusation. Il passera 4 nuits en prison avant qu'une liberté assortie de conditions très strictes lui soit accordée. La pression médiatique est à son comble. Il lui faudra alors quelques jours avant de trouver un logement où il sera surveillé jour et nuit. Soutenu par sa fille et sa femme, l'homme patiente jusqu'au 6 juin, date à laquelle il plaide non coupable face au tribunal de Manhattan, ouvrant la voie à un procès public. La prochaine audience est alors fixée au 18 juillet. Pendant que l'accusation recherche d'autres témoignages à travers le monde, les avocats de DSK enquêtent sur le passé de la victime. Jusqu'à ce jeudi, nouveau coup de théâtre, le New York Times affirme que les accusations de crimes sexuels contre DSK sont sur le point de s'effondrer, le procureur ne croyant plus en la version de la femme de chambre. Résultat, une audience surprise devant le tribunal de Manhattan qui pourrait faire basculer l'affaire. DSK arrêté, inculpé, emprisonné et bientôt peut-être innocenté. De là à revoir apparaître un certain slogan, rien n'est moins sûr.
Voilà, et deux informations qui nous parviennent à l'instant via l'agence France Presse. La justice américaine donc, qui accepterait de lever la caution de Dominique Strauss-Kahn et par ailleurs la défense qui, elle, n'est pas prête à accepter l'abandon des poursuites contre ce même Dominique Strauss-Kahn. François Pupponi, qu'est-ce que Dominique Strauss-Kahn, s'il se sort des griffes de cette affaire, peut avoir de plus fort en lui aujourd'hui pour continuer éventuellement sur le terrain politique? Il était, il y a encore 15 jours, 3 semaines, un mois, pardon, directeur général du FMI. Potentiel candidat à la présidentielle et adoubé par les Français pour être président de la République. Il est tombé sur une histoire. Si effectivement on démontre que cette femme a menti, on peut se poser la question de savoir pourquoi elle a menti, est-ce que quelqu'un lui a demandé de mentir, bref, on peut tout. Moi j'ai jamais été celui qui a dit il y a des complots. Oui. Mais bon, ok, tout jamais. Mais on peut se poser des questions maintenant. Voilà. Si effectivement il a été injustement accusé par quelqu'un qui a menti, sa carrière politique en a été brisée, sa personnalité et sa famille ont été brisées, son image a été salie dans le monde entier. Bon, voilà, donc il est en droit quand même de demander d'être rétabli un peu dans son honneur, dans sa morale, et pourquoi pas de refaire de la politique. C'est à lui de le dire, mais sincèrement, il serait quand même inimaginable qu'après tout cela, on lui interdise en plus maintenant de faire de la politique. S'il décide de revenir faire de la politique, je pense qu'il peut le faire. Et dès lors qu'il a retrouvé son honneur, ça ne pose aucune difficulté. Et vous savez, tout ce qu'ont pu déverser les journaux sur ses soi-disant fréquentations avec les femmes, avec son argent, tout ça sera vite oublié. Enfin, il a été sali à la face du monde de la pire des manières. Et je pense que peu d'individus ont été salis comme lui à la face du monde. Et si son honneur, comme nous l'espérons, est retrouvé, il aura, en tout cas, le droit d'en faire la politique s'il le souhaite. Et j'espère que personne ne voudra lui interdire moralement d'en faire. Comment vous avez apprécié l'attitude de la presse française dans cette affaire au cours des dernières semaines? J'ai plus beaucoup lu les journaux. Plus beaucoup. Voilà, Allez, à un moment, c'était nauséabond, donc j'ai arrêté. Caroline Deschamps, toujours en direct via Twitter et les réseaux sociaux de la salle d'audience. La caution de Dominique Strauss-Kahn est levée. Un journaliste de la Tribune de Genève dit le passeport est retenu, mais c'est à prendre quand même avec prudence. Et il dit Dominique Strauss-Kahn quitte la salle avec Anne Sinclair en lui faisant un sourire. Ça semble quand même assez étonnant que ça soit déjà terminé. Donc on va y revenir, si vous le voulez bien, dans quelques minutes. Alors l'AFP annonce la libération sur parole de Dominique Strauss-Kahn, une information qu'il va falloir confirmer. Caroline? DSK repart avec Anne Sinclair. Il devra revenir le 18 juillet. Voilà la date d'audience initialement prévue, effectivement. Monsieur Bello, ces conclusions de la justice américaine vous surprennent? Non. Non, elles ne me surprennent pas. Heureusement, dans le contexte, que M. Strauss-Kahn est libéré sur parole, c'est-à-dire qu'on lui restitue sa caution. Pas surpris qu'on conserve le passeport, même si il était assez évident que M. Strauss-Kahn, c'eût été son intérêt, retourne le 18 juillet pour que l'affaire soit terminée et qu'il soit rétabli. Donc ce soir, au moment où nous parlons... Le fait de lui conserver son passeport, ça me paraît un peu vain, pas illogique dans la pratique judiciaire, mais un peu vain par rapport à la situation novée d'aujourd'hui. Donc ce soir, au moment où nous parlons à l'instant même, Dominique Strauss-Kahn est libre de ses mouvements. Il va sortir, on le voit sur ces images, il sort libre, ou il va sortir libre du tribunal. Vous le voyez sur ces images avec à ses côtés son épouse Anne Sinclair, toujours présente, et un sourire, bien sûr, de l'ancien directeur général du FMI avant de retourner dans sa voiture et très certainement, dans un premier temps, retourner dans sa résidence. Ces images vous inspirent quoi, François Pupponi? De la satisfaction de voir Anne et Dominique enfin un peu soulagés après ces terribles périodes. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement, humainement, ça fait plaisir de les voir comme ça. C'est vrai qu'on peut peut-être aussi parler un mot d'Anne Sinclair qui a toujours été là pour soutenir Dominique Strauss-Kahn alors qu'elle a été critiquée pendant un moment. On se demandait ce qu'elle venait faire là, pourquoi elle était encore à ses côtés. Et on l'a vu arriver tout à l'heure, on peut voir encore sur ces images, c'est elle qui est devant, c'est elle qui a les manches retroussées, le regard droit et dirigé et qui accompagne finalement Dominique Strauss-Kahn. C'est la personne qui soutient le plus Dominique Strauss-Kahn. Ils sont amoureux tous les deux, c'est un couple exceptionnel. Ils se trouvent au milieu d'une période terrible, ils font face tous les deux, et Anne est une femme exceptionnelle. On le savait déjà avant, mais là c'est extraordinaire, de dignité. Vous savez, elle a dû faire face à pas mal de critiques. Elle est revenue il y a 15 jours en France pour la naissance de son premier petit enfant.
Elle a été pourchassée pendant 3 jours par les paparazzi. On lui a même pas laissé, dans ce moment terrible, le droit d'aller voir sereinement son fils, sa belle-fille. Enfin bref, elle est grand-mère. C'est terrible. Elle a toujours fait face. Et moi, la voir comme ça, un peu soulagée, ça me fait vraiment plaisir pour elle. Merci beaucoup François Pupponi de venir en tout cas dans notre studio ce matin pour vivre ensemble ces images qui resteront en tout cas quand dans vous voulez pour de l'actualité. telles nouvelles. C'est très aimable à vous. Michael Zamès, on l'a parlé déjà avec François Pupponi de l'avenir politique qui visiblement n'est plus obéré ce soir pour Dominique Strauss-Kahn. Incontestablement, cette décision rebat une fois de plus les cartes dans le monde politique et plus singulièrement chez les socialistes, bien sûr. C'est vrai que pour les socialistes, en tout cas, on ne vit pas un seul instant sans parler de Dominique Strauss-Kahn. C'était patatras, l'inculpation de DSK, c'était pour le 14 mai. On parlait énormément de Dominique Strauss-Kahn aussi. Avant cette pré-campagne des primaires, on ne parlait que de lui. Va-t-il y aller? Ne va-t-il pas y aller? Donc c'était DSK au cœur du jeu. Et encore une fois, aujourd'hui, depuis cette affaire du 14 mai jusqu'à aujourd'hui, c'est encore de Dominique Strauss-Kahn dont il est question. Maintenant, c'est vrai que les cartes sont rebattues. Depuis mardi, Martine Aubry est candidate à l'élection présidentielle. On savait qu'il y avait un pacte entre les deux, un pacte de non-agression. Finalement, lequel des deux irait? Évidemment, Dominique Strauss-Kahn empêché, c'est Martine Aubry qui a dû y aller. Une candidature de devoir, a-t-on dit. Finalement, au Parti socialiste, on n'était pas vraiment d'accord avec ce terme, mais il faut le dire aussi aujourd'hui, c'était une vraie candidature de devoir, vu que Dominique Strauss-Kahn ne pouvait pas y aller. Alors, les conséquences, aujourd'hui, faut-il suspendre ou non les primaires? C'est la question depuis ce matin qu'on a abordée avec les membres du Parti socialiste. On a reçu Benoît Hamon aujourd'hui. Il nous a dit, pour l'instant, il est hors de question de suspendre ces primaires. Les amis de Dominique Strauss-Kahn, et on en a parlé tout à l'heure avec M. Pupponi, ont dit pourquoi pas rebattre les cartes et peut-être imaginer de suspendre ce processus pour pouvoir... Le calendrier pour pouvoir faire introduire à nouveau Dominique Strauss-Kahn. Mais pour l'instant, vous l'avez dit, il reste sur le sol américain. Michael, je vous arrête. On écoute en direct les avocats de Dominique Strauss-Kahn. Je souhaite dire, aussi possible que aussi fort que je pourrai, que aujourd'hui les Strauss-Kahn sont très heureux d'être relâchés et de n'être plus soumis à cette contrainte 7 jours sur 7, 24 heures par 24. La famille dans son ensemble va pouvoir profiter d'être ensemble. Permettez-moi de redire à tout le monde qu'il y a tout simplement 6 semaines, Dominique Strauss-Kahn était à Rikers Island. Il avait été accusé suite à un acte d'inculpation qui était soutenu par la populace dans son ensemble. Je souhaite vous rappeler combien il est facile d'accuser les uns et les autres de crimes très graves. Il est essentiel que chacun dans ce pays, et plus particulièrement la presse, réserve et se garde de tirer des conclusions avant que les conclusions ne soient réellement présentées. Monsieur Brinfman et moi-même reconnaissons et sommes reconnaissants au bureau du procureur d'avoir poursuivi l'enquête. Nous disions depuis le début que Monsieur Strauss-Kahn n'était pas coupable des actes dont il était accusé, et je crois que ces derniers événements nous confirment dans cette analyse. Permettez-moi simplement de dire en quelques mots que nous respectons profondément le juge Obus, que c'est le juge lui-même qui a eu le courage d'accorder une libération conditionnelle et sous caution initialement à M. Strauss-Kahn. S'il ne l'avait pas fait, M. Strauss-Kahn aurait passé 6 semaines en prison sur la base de faits qui étaient infondés. Je voudrais exprimer ma reconnaissance au procureur Vance qui a fait ce qu'il fallait faire, mais qui a sans aucun doute fait preuve d'une grande intégrité pour dire voilà, il nous faut arrêter, il nous faut faire ceci parce que c'est juste, plutôt que d'attendre le procès. Je vous rappelle qu'à chaque fois que nous vous avons retrouvé depuis 6 semaines, nous vous avons demandé de ne pas vous précipiter, de
ne pas faire de jugement hâtif. Je crois que vous pouvez désormais comprendre pourquoi, dès le départ, nous croyions que cette affaire n'était pas ce qu'elle semblait être et pourquoi il nous semble également qu'aujourd'hui, nous prenons un pas de géant dans la bonne direction. L'étape suivante sera le rejet complet de ces actes d'accusation. Et je crois que, personnellement, je dirais qu'à la veille de la journée de l'indépendance, de la fête de l'indépendance américaine, nous pouvons célébrer avec les Strauss-Kahn l'indépendance de M. Strauss-Kahn. Je crois que nous allons retrouver M. Strauss-Kahn et sa famille. Nous allons débattre des étapes suivantes. Nous continuerons de parler avec le procureur et nous vous reverrons le 18 ou plus tôt peut-être. Il n'est pas obligé de rester à New York, il peut voyager dans les États-Unis, il n'a juste pas le droit de quitter le pays. La déclaration de Benjamin Brafman, l'un des deux conseils de Dominique Strauss-Kahn. Nous accueillons sur ce plateau Christophe Borgel. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je voudrais d'abord passer la parole à vous-même, spécialiste du droit américain. Le juge d'instruction vient de dire que le dossier DSK n'est pas clos. Il y a cette nouvelle audience fixée le 18 juillet. Alors, en quoi ce dossier n'est-il pas clos et qu'est-ce qui peut se passer maintenant dans les jours et les semaines à venir ? D'abord, juste une petite remarque, c'est pas un juge d'instruction, c'est ce juge qui préside les audiences. Attendez, je vous arrête parce que nous allons avoir en direct également les avocats de la défense. On les écoute. Nous représentons la victime de M. Strauss-Kahn. Permettez-moi de vous dire la vérité. Je vais me parler dans le micro, ne vous inquiétez pas. La victime, dès le premier jour, a décrit un acte violent, une agression sexuelle commis par Dominique Strauss-Kahn. Elle l'a décrit tant et tant de fois au procureur et à moi-même. Jamais, pas une fois, n'a-t-elle changé son histoire. Le substitut du procureur le sait. C'était vrai aujourd'hui comme c'était vrai autrefois. Ce que vous n'avez pas entendu dans la salle d'audience aujourd'hui, c'est que c'est la victime elle-même qui s'est présentée d'elle-même pour parler de sa demande d'asile. Elle m'avait dit qu'elle voulait dire la vérité au procureur, expliquer comment elle était arrivée dans ce pays et parler d'autres éléments. J'ai donc contacté le substitut du procureur et je lui ai dit que la victime voulait vous dire ceci et cela, mais qu'elle en avait peur. J'ai dit très exactement au bureau du procureur ce que la victime m'avait dit. La victime a ensuite rencontré en tête-à-tête le procureur et lui a donné des éléments qu'elle n'avait pas donnés auparavant. La seule défense de Dominique Strauss-Kahn est de dire que cette relation sexuelle était consentie. C'est un mensonge. Je vais vous dire et je vais vous montrer que c'est un mensonge. Premièrement, lorsque la victime est entrée dans cette suite, elle y est entrée pour une bonne et simple raison, pour nettoyer, faire le ménage dans cette suite. On lui avait dit qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Elle est rentrée dans cette pièce convaincue que personne n'y était. Puis, Dominique Strauss-Kahn est arrivé en courant vers elle, nue. Il l'a attrapée d'abord par la poitrine et a commencé à l'agresser. Il a ensuite attrapé son vagin avec une force telle qu'il lui a fait mal. Il l'a attrapée avec tant de force qu'elle a eu des bleus au vagin. Lorsqu'elle est allée
à l'hôpital. Ce jour-là, les infirmières qui l'ont examinée ont vu ces traces, ces bleus causés par les mains de Dominique Strauss-Kahn. Elles ont pris des photos de ces bleus, des photos dont le procureur dispose. Deuxième élément qui montre que cette relation n'était pas consentie, que dire que c'en était une relation consentie, c'est un mensonge. C'est simplement que Dominique Strauss-Kahn a jeté la victime au sol et qu'il lui a déchiré un ligament dans l'épaule. C'est un fait médical établi. Il faudra peut-être qu'elle soit opérée suite à cet accident. Dès le début, elle a dit au procureur qu'elle avait mal à l'épaule. Et à chaque fois que je l'ai rencontrée, elle frottait son épaule tellement elle avait mal. Je l'ai envoyée voir un médecin ici, à New York, pour qu'il examine cette épaule. Son docteur, ce médecin, a été très inquiété, l'a envoyé passer un scanner et a découvert qu'effectivement elle avait un ligament déchiré suite à une blessure récente. Et il m'a dit qu'effectivement il avait déjà vu ça chez des athlètes qui, tombant au sol, ont essayé de se retenir en posant la main au sol. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Dominique Strauss-Kahn l'a jeté au sol. Troisième élément pour vous montrer qu'elle a fait l'objet d'une agression violente dans cette salle, Dominique Strauss-Kahn a déchiré ses collants. Et il y a des trous dans ses collants. Le procureur le sait. Point suivant. Lorsqu'elle se débattait pour s'enfuir, lorsqu'elle était à genoux et qu'il la violentait, une fois qu'il a eu fini, elle s'est levée, elle a commencé à courir vers la porte et a commencé à cracher le sperme de Dominique Strauss-Kahn dans cette salle, partout, tellement elle était dégoûtée. Donc, lorsque l'on vous parlera des éléments de preuve médico-légaux, elle a craché au sol et sur le mur. Et dès que son chef, dès que son supérieur est rentré dans la salle, elle l'a remarqué, les enquêteurs l'ont remarqué, le substitut du procureur qui est allé dans la salle, dans la pièce le jour même, l'a vu également. Et voilà un autre élément qui est important. De plus, les éléments de preuve médicale soutiennent l'histoire de la victime. Elle a été emmenée de l'hôtel, emmenée à l'hôpital en ambulance. Un grand jury a déjà considéré que sa version des faits était crédible. Voilà ce qu'il en est. La victime est une victime. C'est une femme qui a également souffert d'excision. Quelque chose qui lui est arrivé en Afrique. Elle ne voulait pas que ça lui arrive. Elle avait très peur que sa fille, dont elle avait accouché en Afrique, devrait subir de telles mutilations sexuelles. Elle voulait absolument que ça éviter que sa petite fille ne subisse cela. C'est pourquoi elle est venue en Amérique pour attirée par les grandes promesses de notre pays. Sa demande d'asile n'est peut-être pas tout à fait précise. À l'étage, le procureur a parlé d'un faux viol. La victime a bien été violée par des soldats en Afrique. Sa seule erreur était d'avoir peur de dire au procureur que ce viol n'avait pas été inclus dans sa demande d'asile parce qu'elle ne voulait pas être reconduite à la frontière. Elle a été violée en Afrique.
Ce qui est également extrêmement important, c'est que tous ces éléments qui ont fuité du bureau du procureur relativement à des trafics de drogue et autres sont des mensonges. Notre préoccupation principale est de nous assurer et de dire tout simplement que le procureur de Manhattan, M. Vance, a peur d'exécuter des poursuites parce qu'il risque de perdre, comme il a perdu dans cette affaire contre les 2 officiers de police accusés de viol sur une femme saoule. De même qu'il a perdu son procès sur l'histoire des 2 pompiers qui ont perdu la vie en opération. Ceci dit, le procureur a l'obligation de défendre cette victime d'un viol. Il y a un autre élément perturbant, troublant, qui ne vous a pas été dit. Lorsque j'ai attiré l'attention du procureur sur ces éléments, j'avais confiance en le procureur. Je l'ai laissé rencontrer mon client alors que moi j'étais plus haut dans l'État de New York, vers Lake George, pour une réunion de 3 jours. Pendant ces 3 jours, les gens du bureau du procureur ont rencontré mon client. Le 2e jour, j'ai découvert, en les contactant, des éléments qui m'ont perturbé. J'ai parlé à la victime et j'ai parlé à sa fille de 15 ans. Je leur ai dit « Comment ça va ?» On m'a dit « Pas très bien. » Pourquoi? Eh bien, sa fille m'a dit que les procureurs, le bureau du procureur, maltraitait sa mère au bureau du procureur. Je lui ai donc dit d'arrêter de les rencontrer immédiatement pour que je puisse revenir à New York et leur parler. À mon retour, j'ai parlé à la victime, à sa fille également. Toutes les 2 avaient des larmes plein les yeux et disaient que les procureurs leur avaient crié dessus, les avaient insultés. La petite de 15 ans disait qu'elle était en dehors du bureau du procureur lorsque sa mère était entendue en tête-à-tête. Et elle entendait le procureur et ses substituts crier, hurler pendant cet entretien. Elle a commencé à avoir peur pour sa mère. Et lorsqu'il y a eu une pause, lorsqu'ils sont sortis pour parler à quelqu'un d'autre, c'était pour me parler à moi. Lorsque j'ai découvert qu'il l'a maltraité, je leur ai dit d'arrêter immédiatement ces entretiens. Ils voulaient continuer. Je leur ai dit d'attendre que je revienne à New York. La fille de la victime m'a dit que lorsque les procureurs sont re-rentrés dans ce bureau à ce moment-là, ils ont hurlé et ont crié vers cette femme en lui disant « Sors, sors, sors d'ici !» Et ils l'ont expulsée, l'ont rejetée de ce bureau. Cette petite fille avait des larmes plein les yeux en me racontant comment sa mère avait été traitée. Cela m'inquiétait tellement que j'ai exigé un entretien avec le procureur lui-même, avec Cy Vance. Je n'ai pas eu cet entretien. J'ai demandé à M. D'Alonzo, avec qui j'avais travaillé lorsque nous étions procureurs tous 2 à Brooklyn, et je me suis plaint du traitement qui avait été infligé à la victime. J'ai dit clairement que le traitement qui avait été accordé à cette victime était inacceptable et que ce n'était pas comme ça qu'on devait traiter la victime d'un viol. La semaine suivante, alors que j'avais suivi cette affaire depuis le mois de mai, échangé régulièrement par téléphone ou en personne avec les bureaux du procureur, j'ai découvert, en lisant le New York Times, que l'un des collaborateurs de Cy Vance, sa 3e collaboratrice en charge du procès, est mariée à l'un des avocats de Dominique Strauss-Kahn, mariée à l'homme qui cherche à obtenir l'exonération de M. Strauss-Kahn. Et je dois dire que cela m'inquiète, cela me perturbe en tant qu'avocat de la victime.
le procureur devait me dire que l'un de ses collaborateurs principaux était marié à l'un des avocats de Dominique Strauss-Kahn. J'ai exigé un entretien avec Cy Vance qui m'a été accordé. Je lui ai demandé comment il pouvait s'assurer que son collaborateur n'aurait pas d'informations qu'elle partagerait par erreur avec son mari le soir. Et je lui ai demandé de me montrer qu'il avait cherché à isoler ce procureur. Comment je voulais qu'il montre que Mme Karen Friedman s'était récusée d'elle-même. Je voulais voir la lettre et les emails qui avaient été envoyés à tout le monde à cet égard. Eh bien, il n'y a ni lettre, ni email. Cy Vance m'a dit, dites à votre victime que voilà, vous avez parlé avec le procureur. Comme si ça pourrait suffire. Et lorsque j'ai demandé à Cy Vance de commenter ce reportage du New York Times, selon lequel, le 14 mai, lorsque Dominique Strauss-Kahn a été extrait de l'avion par la police des transports avant d'être transféré à la police de New York, et qu'il avait ensuite été emmené au commissariat dans le Nord pendant 5 heures, où il avait demandé un sandwich, demandé un café, qu'il devait appeler l'Europe parce qu'il devait rencontrer Angela Merkel le lendemain. Il n'a jamais demandé à parler à un avocat, mais il a dit que ses menottes étaient trop serrées. Pourquoi, dans ce cas-là, les policiers de New York, et plus particulièrement les... Voilà, Kenneth Thompson, l'avocat de la plaignante, qui termine sa réaction devant le tribunal de Manhattan. Jean-Didier Bello, on a vu les réactions des deux avocats, des deux parties, avec des styles et un esprit complètement différents. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que tout le monde a pu apprécier. Les avocats de M. Strauss-Kahn ont fait des déclarations courtes. Ils ont voulu rendre hommage à l'intégrité, à l'impartialité du procureur, parce qu'il faut savoir que dès le début de l'enquête, la plaignante a été mise sur écoute téléphonique, ce qu'elle n'a peut-être pas imaginé. Donc ils ont rendu hommage à l'intégrité, à l'impartialité, au sérieux de l'enquête. Ils ont rendu hommage aussi au fait que le procureur, dès qu'il a eu retour d'éléments à décharge, les a communiqués et a provoqué l'audience d'aujourd'hui qui devait se tenir le 18 juillet. Et là, je ne sais pas trop comment analyser les déclarations de M. Thompson, mais elles sont assez haineuses, en tout cas très agressives. Elles mettent en cause le procureur, son équipe, mélange des problèmes, ses méthodes, un problème de récusation de l'un des procureurs adjoints qui serait l'épouse d'un des avocats de M. Strauss-Kahn. Il a plaidé son dossier. C'est un peu une défense désespérée. Alors nous aurons rejoint sur ce plateau Jean-Daniel Lévy de l'Institut de sondage Harris Interactive et Christophe Borgel, secrétaire national du Parti socialiste chargé des élections. Christophe Borgel, bonjour. Bonjour. Votre réaction à la suite de cette décision du juge de libérer sur parole Dominique Strauss-Kahn? C'est un immense soulagement pour ceux qui, comme moi, sont amis, proches depuis longtemps de Dominique Strauss-Kahn et d'Anne Sinclair. De savoir qu'ils sont ce soir plus tranquilles, qu'ils peuvent retrouver une liberté de mouvement. Mais on attend, parce que je crois qu'aujourd'hui, plus personne n'a de doute, me semble-t-il, que l'innocence proclamée par Dominique Strauss-Kahn est la réalité dans cette affaire. Et donc on attend ardemment maintenant que toute la vérité soit faite et qu'il soit... définitivement blanchi des accusations extrêmement lourdes qui ont été proférées contre lui. Mais c'est un immense soulagement. Je regarde cette image, je connais bien Anne Sinclair et je sais qu'il y a un élément elle est libérée un peu, là on le sent et c'est une grande joie. Alors une liberté sur parole, mais un passeport qui reste aux États-Unis. Dominique Strauss-Kahn ne pourra pas rentrer en France, dans l'immédiat en tout cas. Oui, mais c'est
quand on imagine qu'il y a encore quelques semaines, à peine un peu plus d'un mois, la question était est-ce qu'il sera en prison ou non. On est déjà soulagé de la décision prise par le juge à New York et soulagé qu'il retrouve une liberté de mouvement. De toute façon, tant que le dossier n'était pas clos, on imagine mal quelles qu'aient été les possibilités offertes, que Dominique Strauss-Kahn quitte le territoire des États-Unis. Jean-Didier Bello, un mot sur la procédure à suivre. Il y aura cette audience du 18 juillet. Sur quoi vont porter les audiences, en tout cas celle-ci? Écoutez, la procédure de discovery qui a commencé dès les poursuites judiciaires officiellement par la justice et non plus seulement par la police de M. Strauss-Kahn, cette procédure de discovery va continuer. Le procureur n'a aucun intérêt, il l'a prouvé, à avoir des éléments à décharge qu'il garderait sous le coude. C'est lui qui a provoqué cette audience d'aujourd'hui. C'est lui qui s'est empressé de rendre public les éléments à décharge. Encore une fois, il faut distinguer les mensonges de la plaignante qui n'ont pas de rapport avec ce dossier des mensonges qui pourraient être liés à ce dossier. Et de même qu'au début, tous ceux qui déclaraient M. Strauss-Kahn coupable se faisant fi de la présomption d'innocence, j'ai trouvé ça très pénible, en tout cas en tant qu'avocat et citoyen. De la même manière, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune charge contre M. Strauss-Kahn. La difficulté pour la justice américaine, je parle peut-être trop longtemps, c'est à vous de me dire. La difficulté pour la justice américaine, c'est que vous avez un temps judiciaire, de même qu'il y a un temps judiciaire français, qui est beaucoup plus long. Vous avez le temps judiciaire américain qui provoque une sorte de mascaret avec le calendrier politique français. La justice américaine ne veut surtout pas, j'imagine, être accusée de bouleverser ou d'interférer, en tout cas, dans le calendrier politique français. En même temps, il faut qu'elle fasse son travail jusqu'au bout. Donc, de toute façon, son souci va être d'aller vite. Je n'ai pas de doute là-dessus. Parce que qui et pourquoi la justice américaine prendrait le risque d'être accusée d'avoir pesé sur le sort politique français? Là, qui pourrait vous rassurer, Christophe Borgel, la justice américaine pourrait aller vite? Je ne suis pas juriste moi-même. Ma conviction depuis le début, c'est que Dominique Strauss-Kahn est parfaitement innocent de toutes les accusations qui ont été portées à son encontre. Et je crois qu'honnêtement, même si j'entends, il faut être prudent en attendant la vérification de l'ensemble des éléments. Mais on a peu de doutes. On avait quand même toute une série d'aspects qui étaient censés étayer la fuite, des marques partout. Et tout ça, on s'aperçoit que ça n'existe pas. Et donc, j'espère que maintenant, très vite, on aura un Dominique Strauss-Kahn recouvrant son honneur et sa liberté totale. Alors, si tel était le cas, souhaitez-vous aujourd'hui un retour rapide de Dominique Strauss-Kahn sur le territoire français, un retour rapide de Dominique Strauss-Kahn dans l'arène politique française? Écoutez, il y aurait quelqu'un d'essence à répondre à cette question, mais y compris à se la poser. Dominique Strauss-Kahn était, il y a un peu plus de 6 semaines, un directeur général du FMI reconnu, loué, une personnalité de la vie politique de ce pays, potentiellement candidat à l'élection présidentielle. Il est intervenu ce qui est intervenu. Et ce soir, ce n'est pas la dimension politique, c'est à l'homme qu'on pense, c'est à ce qu'il a vécu, c'est la manière dont, pas simplement dans les tabloïds américains, mais y compris sur les plateaux de ce pays, des responsables d'organes importants de presse l'ont quasiment décrit comme un prédateur sexuel. La réalité est celle-là. Et donc, plutôt que de se précipiter, comme on le fait aujourd'hui, dans un truc très politicien sur les primaires, je pense qu'il serait beaucoup plus important pour nous tous, vous, journalistes, nous, politiques, les intellectuels, les spécialistes qui ont commenté, de se dire mais comment ceci a-t-il pu se passer? Comment cette espèce de combinaison du fait qui chasse l'autre, de l'urgence qui va plus vite que la réflexion et la raison, peut faire qu'on a jeté à ce point à bas un homme reconnu? Et soyons honnêtes, il y a des choses qu'on n'effacera pas. Je ne parle pas là du fait que, directeur du FMI loué, il n'a pas pu quitter son institution avec les honneurs qui auraient été dus à son action. Je parle pour lui,
à titre personnel, les unes de journaux, ce qu'on a dit de lui, c'est des choses qui ne s'effaceront pas. Ce sont des enfants qui les ont entendus. François Pupponi, tout à l'heure, parlait de la visite d'Anne Sinclair à Paris. J'ai parlé avec elle à ce moment-là. Imaginez ce que c'est. Vous êtes grand-mère. Vous ne pouvez pas aller voir votre enfant et votre petit-enfant parce que vous savez que vous allez y amener des paparazzis, etc. Et donc, vous avez de la rancœur vis-à-vis de la presse française? C'est pas un problème de rancœur. Moi, je n'ai pas d'esprit de revanche dans la vie. Vous êtes critique. Ce que je voudrais, c'est qu'au lieu de se précipiter dans des débats et d'inventer, on a inventé toute la journée un ou deux proches, que je ne sais pas, qui auraient posé ces débats pour les justifier. On essaie de se poser et de se dire comment tout ça a pu arriver. Est-ce que c'est pas un moment? On sait bien que l'urgence deviendra... Il y a une particularité dans cette affaire, c'est qu'on a eu une situation planétaire qui était due à la place de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI, à sa notoriété. Mais on me disait tout à l'heure, autant de une que pour le 11 septembre. Je ne dis pas que l'événement a la même gravité, je ne suis pas devenu fou ce soir. Mais ça montre l'importance de la couverture médiatique. Et donc je crois que si, comme je l'espère, très vite, Dominique Strauss-Kahn est totalement blanchi, il faut d'abord penser à lui, à son épouse, à ses enfants, à sa famille et le laisser respirer. Jean-Daniel Lévy, quelle analyse faites-vous de ces événements, j'allais dire, extraordinaires au sens propre du terme? C'est que si on doit parler en termes politiques, ce qui est assez intéressant d'un point de vue d'opinion, c'est qu'il y a toujours eu en France une séparation entre ce qui relève de la vie privée et ce qui relève de la vie publique. On a pu le voir à différents moments. On se rappelle par exemple qu'il y a un certain moment, Daniel Cohn-Bendit avait été accusé d'avoir des actes pédophiles au cours des années 70 et ça n'a jamais été, aux yeux des Français, un problème en tant que tel à caractère politique. En tout cas, ça n'a jamais fait baisser soit le comportement des Français en termes électoraux, soit même l'opinion qu'on pouvait avoir. On se rappelle qu'il y avait eu ce type d'accusation qui avait également été portée à l'égard de Frédéric Mitterrand, alors qu'il était ministre de la République, et qu'en aucune manière, ceci a pu porter également atteinte. Et d'une manière générale, les Français ont eu à l'égard de Dominique Strauss-Kahn un regard qui a été un regard plutôt distant, et qui ont toujours considéré, en tout cas dans un premier temps, qu'il fallait séparer ce qui relevait éventuellement de la pratique privée et de ce qui pouvait relever de la pratique publique. Tout ce qui a pu être dit d'une manière générale sur un comportement qui pouvait être un comportement d'une personnalité à caractère séducteur, n'en aucun cas n'impactait négativement son image parce que ça relevait d'une manière générale du caractère qui est un caractère complètement privé, d'une pratique qui ne nous regarde pas de manière générale en France. Si jamais il devait être avéré que les faits apparaissaient comme étant délictueux ou criminels, là, le regard aurait pu être un regard extrêmement différent. Et d'ailleurs, sans uniquement penser à l'affaire Dominique Strauss-Kahn, on avait réalisé une enquête qui était une enquête pour M6, RTL et MSN et qui montrait que tout ce qui relève de la vie privée et notamment les caractères d'infidélité ne constitue en aucune manière un regard critique de la part des Français à l'égard du personnel politique et ne constitue pas une distance qui pourrait être effectuée à l'égard du personnel politique. Donc ce qui sera intéressant de voir, au final, une fois que tout ceci sera retombé et qu'on aura un regard qui sera un regard beaucoup plus apaisé, beaucoup moins émotionnel, c'est voir la manière dont les Français retraduiront l'ensemble de cette séquence et s'agira-t-il à leurs yeux d'un caractère privé ou au contraire d'une prise de position qui rejaillit selon eux, selon une pratique publique. Et plus généralement, est-ce que vous pensez que cette libération sur parole, je le rappelle, de Dominique Strauss-Kahn, eh bien, peut avoir une influence sur ce qui se passe en ce moment dans la vie politique, au Parti socialiste en particulier, le début du débat interne, les primaires? Est-ce que c'est une bonne chose, cette libération, j'allais dire, pour l'ensemble des socialistes en matière politique? Dire que ça rejaillit sur le Parti socialiste, oui, c'est indéniable. Il suffit de regarder aujourd'hui l'ensemble des déclarations, le fait simplement que même Martine Aubry ait pris la parole de manière aussi solennelle, qu'il y ait eu des prises de position, notamment de François Hollande et de Ségolène Royal, montre que c'est un sujet en soi. Considérer que par la suite ceci peut avoir une incidence positive ou négative à l'égard de l'ensemble du Parti socialiste, ça serait absolument présomptueux de pouvoir répondre de manière affirmative à cette question-là. Tout ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de voir s'il y a d'une manière générale, au cours des prochains jours, un regard qui sera un regard plutôt apaisé au sein du Parti socialiste. S'il y a un débat qui est un débat à caractère politique, qui l'emporte sur un débat à caractère personnel, probablement que on pourra considérer que ce qui a été entamé par les primaires continuera, c'est-à-dire un regard
plutôt encourageant de la part des Français. Si on devait entrer dans une période qui serait une période de règlement de compte à caractère personnel, là pour le coup c'est exactement ce que détestent les Français, c'est-à-dire qu'on veut bien un débat d'idées, on ne veut pas un débat de personnes, et dans ce contexte-là, il y aurait une déflagration au sein de l'ensemble du processus des primaires, quelle que soit la place qu'occuperait Dominique Strauss-Kahn à titre personnel dans ce processus. Christophe Bourget. Non mais le fait que je disais tout à l'heure, plus personne n'a de doute, en tout cas j'en avais pas, et là vraiment j'en ai strictement aucun sur l'innocence de Dominique Strauss-Kahn, est évidemment une bonne chose pour l'ensemble des socialistes, mais au-delà, vous savez, on a tous eu, moi je suis élu local en Seine-Saint-Denis, on a tous eu des témoignages, encore aujourd'hui, toute la journée, de citoyens nous disant on n'y croit pas, on ne peut pas imaginer ça, et donc c'est une bonne chose pour l'ensemble des socialistes, quant à ce que disait Jean-Daniel Lévy, qui était au-delà de Dominique Strauss-Kahn, sur le fait que la division qui peut toujours arriver entre nous et ce que les Français détestent le plus et ce pourquoi ils nous sanctionnent immédiatement, ça c'est une vérité incontestable, mais je crois que l'esprit de rassemblement qui s'ouvre sur le Parti socialiste depuis ces derniers mois, grâce à l'action de Martine Aubry, avec le rassemblement autour de notre projet, va souffler aussi sur les primaires. Et cette libération de DSK peut ressouder plus encore le PS aujourd'hui? Je ne sais pas si elle peut ressouder, en tout cas c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des socialistes, l'ensemble de la gauche, mais y compris pour la France. Je me souviens de quelques déclarations de ministres disant que c'était un problème pour la France, ce dont était accusé Dominique Strauss-Kahn. J'attends leur déclaration ce soir disant que c'est un bonheur pour le pays, que d'être enfin rassuré. J'espère qu'on aura les mêmes. Ce n'étaient pas des ministres secondaires, je crois, dans La République. Et certaines personnalités politiques, notamment des anciens ministres et des députés, on va citer son nom, Bernard Debré, qui ce matin a fait amende honorable. Il a dit qu'il était allé beaucoup trop vite dans ses réflexions. Il avait été l'un des premiers à taper violemment sur Dominique Strauss-Kahn. Et c'est vrai que ce mot « aller trop vite », c'est le mot qu'on entend depuis ce matin dans la bouche de l'UMP, du parti de la majorité, mais aussi dans la bouche et dans les propos du Parti socialiste, et aussi, il faut le dire, de la part des journalistes. Il y a peut-être un effet et des conséquences de cette affaire de Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire à savoir que la classe politique et les journalistes doivent aujourd'hui tirer un petit peu les conséquences de tout ça et faire attention à ne pas aller trop vite. C'est ce qu'on essaie de faire autour de cette table. Jean-Daniel Lévy, vous pensez que la presse, les médias peuvent ou doivent faire d'une certaine manière leur autocritique vis-à-vis de cette affaire, en tout cas leur traitement? Si vous interrogez déjà d'une manière les Français à l'égard des journalistes, le regard est d'une manière générale assez critique. Il y a la perception que derrière les journalistes ou derrière les journaux, le sens ou la réflexion qui doit être donnée n'est pas forcément suffisamment à la hauteur de leurs attentes. Qu'il y a aujourd'hui des informations qui apparaissent soit comme étant trop parcellaires ou trop partisanes, ou éventuellement allant un peu plus dans le sens d'une certaine forme d'élite et pas forcément en représentation de ce que pense l'ensemble de la population française. Il est trop tôt pour dire aujourd'hui précisément quelle va être la perception, et peut-être que après le 18 juillet, et lorsqu'on en saura un peu plus sur la nature exacte des accusations et de la manière dont Dominique Strauss-Kahn peut être perçu de la part de la justice américaine, qu'on pourra commencer à dresser un tableau qui sera un tableau plus global. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu des mouvements qui ont été des mouvements doubles. D'une part, le sentiment en fait que la presse s'est profondément emballée et qu'il y a eu derrière l'affaire Dominique Strauss-Kahn une forme d'éclosion médiatique où on a parlé que de cela, en étant extrêmement affirmatif, sans pour autant avoir pris le temps parfois de prendre un certain nombre de précautions. Le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, l'accumulation de petits faits divers qui ne donnent pas forcément à voir sur l'ensemble de la ligne et sur une histoire qui serait racontée. Et dans un processus qui est un processus aujourd'hui où on le voit bien, Twitter, Facebook, les différentes chaînes d'information, et même d'une manière générale dans les journaux, des articles qui ont tendance à être de plus en plus réduits, la perception qu'on a tendance à livrer des faits les uns à côté des autres sans que parfois on prenne le temps de dire voilà le fil conducteur et voilà l'expertise à caractère journalistique. S'il devait y avoir probablement un défi demain pour les journalistes, ça serait d'arriver à justement prendre un peu de distance et dire
la hiérarchisation de l'information, voilà comment nous la procédons, ce à quoi nous accordons l'importance, ce à quoi nous accordons un peu moins d'importance, et en tant que journaliste, un sens global que l'on va donner à un ensemble d'événements qui peuvent vous être délivrés à travers tout un tas de vecteurs. Donc nul doute que la suite de ce traitement de l'affaire DSK sera peut-être différente dans la presse dans les jours et les semaines à venir. C'est en tout cas à espérer selon les Français. Michael Zames, Christophe Bourgel nous a quitté ce plateau. Comment peut-on imaginer l'avenir politique de Dominique Strauss-Kahn aujourd'hui ? Un avenir politique, c'est certain, il en aura un si jamais aujourd'hui il est blanchi de cette affaire. De là à parler d'élection présidentielle, je pense que, en tout cas en ce qui concerne 2012, c'est terminé. Surtout, on sait qu'à présent, la prochaine audience est le 18 juillet, donc il ne pourra pas faire partie des candidats à la primaire qui s'arrête donc le 13 juillet prochain. Et puis de toute façon, en a-t-il l'envie? Il a été secoué, il a été très sérieusement malmené dans cette affaire. En a-t-il vraiment encore le courage et l'envie? Ça, on peut également en douter. Nul doute aussi qu'il aura soif, peut-être le terme est un petit peu fort, mais de vengeance. Et voudra-t-il revenir? Et en tout cas, il pèsera de toute façon sur la future campagne présidentielle, peut-être pas dans les semaines, mais au moins dans les mois qui vont venir. Il sera présent d'une manière ou d'une autre. Il sera présent. On sait aussi très bien qu'avec Martine Aubry, ils s'entendent vraiment très bien. Ils forment un duo, il y avait ce pacte entre eux, mais ça va au-delà du pacte. Ce sont des personnes qui sont liées par une certaine amitié. Ils étaient ensemble, le ministre de Lionel Jospin. Et Lionel Jospin, ce matin, sur une radio, l'a très clairement dit, Dominique Strauss-Kahn pourra revenir en politique et pèsera de tout son poids pour les campagnes présidentielles, si ce n'est celle-ci, peut-être la prochaine, pour 2017. En tout cas, quoi qu'il arrive, Dominique Strauss-Kahn reviendra en politique, c'est ce qu'on appelle un animal politique. Michael Zames, est-ce que DSK peut être, j'allais dire, un faiseur de roi, un faiseur de reine, en appuyant tel ou pour ou contre tel ou tel candidat? On pense en tout cas que son choix est déjà fait, parce qu'il y avait, comme je vous le disais, ce pacte avec Martine Aubry. Donc de toute façon, son choix est clairement affiché. Et on l'a vu tout à l'heure avec les personnalités politiques qui sont venues sur ce plateau, qui, pour la plupart, ont rejoint déjà Martine Aubry, même si certains ont fait un choix différent. François Hollande, peut-être quelques soutiens pour Ségolène Royal. Majoritairement, ils sont partis du côté de Martine Aubry. Donc on imagine que Dominique Strauss-Kahn a déjà fait son choix et que son choix se portera sur l'ancienne première secrétaire du Parti Socialiste, car il faut le dire, Martine Aubry, aujourd'hui n'est plus première secrétaire, c'est Harlem Désir qui l'a remplacée comme premier secrétaire par intérim. Jean-Didier Bello, est-ce que DSK a aujourd'hui la possibilité juridique de s'exprimer, en particulier sur la politique française, par exemple, dans les conditions qui sont les siennes aujourd'hui? Possibilité juridique, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce qu'il est libre de sa parole? Oui. Oui, il est libre de sa parole. Après, c'est l'opportunité, évidemment. Il ne va pas le faire. Enfin, ça me semblerait très extravagant, et bien évidemment, il ne le fera pas. Il attendra quelques semaines sûrement, mais on peut imaginer qu'il peut-être par l'intermédiaire de son épouse, après tout. Non, il pourrait le faire lui, il n'est pas tenu à un secret particulier. Et puis ça n'a rien à voir avec ce dont la justice américaine l'accuse ou continue de l'accuser ou cessera de l'accuser prochainement. Donc il peut bien sûr, il a une liberté de mouvement, il a une liberté intellectuelle et il a une liberté de parole. Mais peut-être attendra-t-il que sa situation judiciaire américaine soit totalement réglée avant de s'exprimer à destination de la France ou à partir de la France. Jordan Lévy, c'est également votre sentiment, attendre que les choses soient définitivement terminées pour rejaillir sur le terrain politique français? Sur la deuxième partie de question, pour l'instant, je ne sais même pas si lui-même le sait, et les événements se sont relativement précipités. On peut imaginer qu'un responsable politique qui aujourd'hui se trouve dans une situation telle qu'elle pense d'abord à un aspect à caractère personnel et régler une situation juridique plutôt que de penser tout de suite en termes de conséquences politiques. Quoi qu'il en soit, ce qui va être intéressant, c'est de voir si les Français lui accordent encore une certaine forme de crédit. Et s'il y a un désir de Dominique Strauss-Kahn qui commence à se renouer et une attente qui pourrait se manifester à son égard, et si oui, de quelle sorte? Est-ce que les Français vont lui demander de revenir dans le cadre de la course à la primaire? Est-ce qu'ils vont lui demander de réintervenir d'une manière ou d'une autre à travers le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire pour indiquer sa préférence en termes de reine ou de roi de la primaire socialiste? Vont-ils lui demander d'être présent dans le cadre de la campagne présidentielle, de jouer éventuellement un rôle par la suite, ou éventuellement de se mettre en retrait pour se préparer sur des échéances à venir? Probablement qu'on le saura là pour le coup relativement rapidement, et de voir si, une fois effectivement ce nouvel épisode extrêmement surprenant de la part d'observateurs extérieurs, le regard à l'égard de Dominique Strauss-Kahn ne se
passe plus et n'est plus un regard à caractère, on pourrait dire, de faits divers, mais un regard beaucoup plus politique de la part des Français. En tout cas, pour vous, la chose est certaine, Dominique Strauss-Kahn pèsera dans l'élection présidentielle, quoi qu'il arrive. D'une manière ou d'une autre, Oui. il y aura un effet Dominique Strauss-Kahn, quel qu'il soit. On ne peut pas ignorer qu'il était privilégié de la part des Français un an avant l'échéance présidentielle. On ne peut pas ignorer que cet événement est un événement absolument considérable pour les Français. Et il serait surprenant que celui-ci ne s'exprime pas d'ici la campagne présidentielle. Vu aujourd'hui la rareté de sa parole, celle-ci apparaîtra d'autant plus forte. Michael Zames. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en se promenant tout simplement dans les rues aujourd'hui, on n'entend parler que de cette affaire. Et donc, évidemment, que les Français attendent Dominique Strauss-Kahn. Vous parliez d'envie de Dominique Strauss-Kahn. On pense qu'elle est toujours là. Les gens ne parlent que de ça. Donc, on peut s'imaginer aussi qu'ils attendent, évidemment, la parole de Dominique Strauss-Kahn ou via, vous l'avez dit peut-être, Anne Sinclair, via sa femme. Ce qu'il a déjà fait, d'ailleurs. À la coutume, souvent, via un blog, via une lettre, via Internet, de parler et de prendre la parole et d'être le porte-parole, finalement, la porte-parole de son époux. Alors, on imagine aussi que ça pèsera sur la campagne, et on pense aussi à son avenir personnel, mais aussi à son avenir politique. En tout cas, ce qu'on peut dire vis-à-vis des Français, et je pense que dans vos chiffres, des chiffres d'opinion, ça doit également se refléter, c'est de savoir s'il y a toujours cette envie de Dominique Strauss-Kahn telle qu'elle était présente avant cette affaire. Alors on a vu justement dans les sondages, pendant au plus fort de l'affaire, au cœur de l'affaire, les sondages s'écroulaient pour DSK. Est-ce que l'opinion peut se retourner en quelques jours, en quelques semaines? Alors, il s'écroulait, oui et non. Il baissait très fortement, mais ce qui est toujours impressionnant, c'est qu'il y avait toujours un socle de 20-30% de Français qui déclaraient soit faire confiance à Dominique Strauss-Kahn, soit souhaiter que celui-ci puisse continuer d'exercer une certaine forme de responsabilité à l'avenir dans la vie politique. Aux États-Unis, ce qui est certain, c'est que Dominique Strauss-Kahn aurait flirté avec les 0%. C'est pas le cas en France, et c'est vraiment un regard qui est un regard extrêmement différent, justement, sur ce qu'on se disait tout à l'heure ensemble, à savoir un regard sur la vie privée qui n'est pas forcément celui qui est exprimé à l'égard de la vie publique. Encore une fois, quel sens sera donné à l'ensemble de cette opération et que retiendront les Français? Est-ce que les Français retiendront au final qu'il s'agit d'un fait divers terrible qui est tombé sur Dominique Strauss-Kahn, mais que ceci n'a aucune incidence sur la manière dont celui-ci pourrait se comporter en président de la République, et dans ce contexte-là, pourrait l'amener, pour le coup, effectivement, à reprogresser dans l'opinion? Ou est-ce qu'à l'inverse, on va retenir, parce qu'il y a d'autres événements, on se rappelle de l'affaire de la Porsche, on se rappelle également de toute la polémique autour du montant du loyer, autour du montant de l'indemnisation de l'ensemble de ces avocats, qui peuvent donner à voir une personnalité qui est une personnalité en dehors de notre monde et peut-être incapable de pouvoir comprendre les préoccupations des Français. Donc vous voyez deux types de regards qui peuvent être adoptés, et en fonction du regard qui sera adopté par les Français, un mouvement qui peut dire oui, Dominique Strauss-Kahn doit revenir dans la société française, doit prendre la parole, on lui accorde du crédit et on est prêt à revenir soit exactement, soit sensiblement à la position qui était la position antérieure, soit un regard qui peut malgré tout être teinté d'une personnalité qui est une personnalité différente des autres, pas uniquement à caractère sexuel, mais également en termes de comportement, et dans ce contexte-là, amener une forme de distance et de cassure entre un homme politique qui apparaîtrait comme étant déconnecté des réalités et la vie des Français au quotidien. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça va très vite, l'actualité va très vite, absolument. Et on commente d'un jour à l'autre une autre actualité, quand même concernant Dominique Strauss-Kahn, ça va vraiment tellement vite, et nous commentons là actuellement sur les images que nous avons vues tout à l'heure cette actualité du jour. Vous venez de rappeler quelques faits, mais finalement, les Français s'en souviennent-ils encore? L'histoire de la Porsche, on peut se demander vraiment si elle a encore une conséquence. Quand on voit les images d'un Dominique Strauss-Kahn rentrant au tribunal, est-ce que ça a encore vraiment une portée, même une portée politique? On peut vraiment se poser la question. Et puis, on peut aussi légitimement se poser la question de savoir s'il reviendra ou pas dans la politique, et de savoir quelles conséquences ça pourra avoir sur le Parti socialiste. Et pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, non, il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle, ça on peut peut-être l'imaginer dès aujourd'hui, et il supportera Martine Aubry, et les conséquences personnelles, ça on peut peut-être lui laisser encore un petit peu de temps pour y voir un petit peu plus clair. Messieurs, je vous arrête pour retrouver en direct de New York Emmanuel Saint-Martin, le correspondant de France 24 sur place. Emmanuel, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Alors, vous avez assisté à cette audience, une audience extrêmement rapide. Vous avez vu rentrer Dominique Strauss-Kahn et son épouse dans le tribunal. Vous l'avez revu sortir quelques minutes après. Un Dominique Strauss-Kahn souriant, on l'a tous vu sur les images de la télévision.
Ouais, souriant en sortant d'ailleurs, beaucoup plus qu'en entrant. Bien sûr. Et on peut le comprendre, c'est un homme différent dans une situation totalement différente entre qu'on a vu à 20 minutes d'intervalle, puisque Dominique Strauss-Kahn est ressorti libre de ses mouvements. En tout cas aux États-Unis, la seule chose que la justice a conservée, c'est son passeport. Il est toujours dans les mains du procureur, donc il ne peut pas notamment se rendre en France pour l'instant. Mais pour le reste, il est libre d'aller partout. La caution va lui être rendue, on se souvient, des 6 millions de dollars. Il va récupérer son argent et puis il va pouvoir aller habiter sans doute à Washington d'ailleurs, s'il le souhaite, puisque c'est sa résidence habituelle. Il peut aussi éventuellement rester dans cette fameuse maison de Tribeca où il est depuis maintenant un mois, mais effectivement une situation radicalement différente pour Dominique Strauss-Kahn. On voit à quelle vitesse la situation judiciaire, sa situation judiciaire a changé. Alors on l'a vu également, Emmanuel Saint-Martin, énormément de télévision, énormément de journalistes devant le tribunal de Manhattan. Dominique Strauss-Kahn fait toujours recette, en tout cas, à son affaire. Oui, beaucoup de journalistes français, évidemment, européens, mais aussi américains qui suivent toujours de très très près cette affaire et qui sont aussi étonnés, les journalistes américains, que nous le sommes, nous, de voir la rapidité avec laquelle les choses ont évolué, de voir la rapidité avec laquelle le cas de Nafissatou Diallo s'effondre. Alors il faut le rappeler, pour l'instant, c'est avant tout pour des choses qui sont étrangères à ce qui se serait passé le 14 mai lui-même. Ce que le procureur a admis, c'est qu'il y a des choses qui pèsent, des incertitudes qui pèsent sur Nafissatou Diallo et sur sa personnalité, qui mettraient gravement en danger sa crédibilité, notamment le fait qu'elle serait associée à des trafics de drogue, le fait qu'elle aurait menti, y compris aux enquêteurs, sur les raisons pour lesquelles elle est arrivée aux États-Unis. Bref, beaucoup d'éléments comme ça qui font que les procureurs, très clairement, maintenant, sont de plus en plus mal à l'aise à l'idée de la mettre devant un jury, de la faire comparaître devant un jury. Ils ont peur, tout simplement, que le parole contre parole, eh bien, le jury soit plus enclin à croire celle de Dominique Strauss-Kahn que celle de Nafissatou Diallo. Merci beaucoup, Emmanuel Saint-Martin, de votre témoignage en direct de New York. Jean-Didier Bello, il y a cette affaire de passeport qui a été rappelée par notre correspondant. Est-ce qu'on peut imaginer que le juge, dans les jours, les semaines à venir, eh bien, rende son passeport à Dominique Strauss-Kahn et le rende libre définitivement de tout mouvement? Absolument. Absolument. Si le dossier est complètement bouclé, c'est-à-dire que si d'autres vérifications, d'autres éléments d'enquête de part et d'autre, procureur comme avocat de la défense de M. Strauss-Kahn, avocat de la défense, parce qu'il est toujours poursuivi par la justice américaine au jour d'aujourd'hui. Donc, si la fin de ce processus de discovery et d'échange d'informations, de preuves, aboutit à ce que, moi je vous dis, il n'y aura jamais procès. Jamais. Et ça tient aussi au système judiciaire américain. Jury, déclaration de culpabilité à l'unanimité, 12 jurés populaires qui délibèrent seuls. Jamais il y aura une unanimité. Et donc jamais le procureur ne prendra le risque que la plaignante soit la vedette d'un procès dont elle se dit victime, fasse l'objet de contre-interrogatoires des avocats de M. Strauss-Kahn, et bien évidemment, il n'y aura aucun jury qui, à l'unanimité, dira qu'il est coupable. Donc il n'y aura jamais de procès. Maintenant, c'est une question de temps. Et alors justement, on l'a vu, les choses sont allées très vite ces derniers jours. Est-ce qu'ils peuvent garder ce même rythme? Et je voudrais faire une incident. Parce que je ne suis pas du tout dans une logique binaire. La justice française, c'est mieux, la justice américaine, c'est moins bien, ou l'inverse. En tout cas, elle est différente, ça on l'a vu. Hein. Oui, c'est différent. Mais, rappelez-vous, Outreau, ici, c'est allé jusqu'après une décision de cour d'assises. Là, un mois. Certes, le deuxième homme le plus puissant du monde a été abattu et tombé dans un fracas terrifiant, si tout s'avère faux. Mais au bout de 6 semaines, même pas, la justice a dit « stop, il y a des éléments à décharge ». Et c'est le procureur, c'est le bureau du procureur. D'où l'hommage rendu par les avocats de M. Strauss-Kahn à l'éthique, l'impartialité et l'honnêteté intellectuelle professionnelle des procureurs. Est-ce qu'en France, on aurait eu ce temps judiciaire? Jamais. Jamais. Est-ce que pour vous, cette audience du 18 juillet sera l'audience déterminante? On ne peut pas savoir. On peut se dire que d'ici là, en 2 semaines, beaucoup de choses ont avancé. Est-ce que le 18 juillet, tout va être bouclé? Je disais tout à l'heure, la justice américaine n'a pas du tout envie de se voir reprocher, fût-ce indirectement, de s'être mêlé du calendrier politique français. Donc son intérêt est d'aller vite.
Jean-Daniel Lévy, revenons un instant sur le terrain politique. On n'a pas entendu du tout l'Élysée aujourd'hui sur cette affaire. Nicolas Sarkozy qui reste sur ses positions de silence, de discrétion, d'extrême prudence vis-à-vis de ce dossier. À quoi peut-il penser aujourd'hui, Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est un danger, un caillou de plus sur le chemin déjà chaotique, difficile de l'élection présidentielle pour lui? Déjà, d'une manière générale, l'Élysée ne s'était pas exprimé juste après la nuit du 14 mai, si je ne me trompe pas, et avait adopté une posture qui était une posture plutôt prudente, ce qui évitait une prise de parole directe de la part du président de la République. Il y a eu une fois une allusion qui avait été faite par Nicolas Sarkozy, sans qu'il soit directement d'ailleurs, je crois, fait référence à Dominique Strauss-Kahn. Donc c'est d'une manière globale, si vous regardez l'évolution de la communication de l'Élysée et de Nicolas Sarkozy, une certaine forme de prise de distance, une intervention et des interventions qui sont beaucoup plus espacées dans le temps et qui réagissent beaucoup moins aux événements pris individuellement en cherchant de manière plus globale à prendre position sur ce qu'est la France et ce que doit être la société française. La seule réponse qu'on a pu peut-être entendre de la part de Nicolas Sarkozy, c'est de dire c'est un poste au FMI qui est un poste important pour la France. Faisons en sorte que la France soit toujours représentée et faisons peut-être en sorte que ce débat sur le caractère de violences sexuelles ou éventuellement de comportements sexuels qui tournent vers l'infidélité ne soit pas renouvelé, en portant une femme, à savoir Madame Lagarde. Donc dans ce contexte-là, c'est une réponse incidente en disant je cherche à maintenir le niveau de la France, à faire en sorte que la présence de la France au niveau international soit une présence extrêmement importante et qu'on s'évite potentiellement tout type de polémique sur la place de la société française. On sait qu'en général, lorsque Nicolas Sarkozy prend position de manière forte sur la place de la France au niveau international, ceci lui est plutôt bénéfique en termes de comportement électoral, voire en termes d'opinion. En tout cas, on l'a vu, Nicolas Sarkozy a réussi, j'allais dire, le coup de porter Madame Lagarde à la tête du FMI. Effectivement, c'était pas quelque chose qui était entièrement attendu. Et quand on reprend l'ensemble du schéma, d'ailleurs, les choses se sont déroulées relativement rapidement. Il ne s'est passé que quelques jours entre le moment où Dominique Strauss-Kahn a fait part de sa démission du FMI à travers le courrier, on se rappelle, qui avait été adressé. Déjà, il clamait à l'époque son innocence par écrit. Il avait indiqué que la vérité éclaterait et que par la suite, Madame Lagarde fasse acte de candidature et par la suite soit désignée. Alors, on va retrouver le procureur de cette affaire, Cyrus Vance Jr. Il s'exprime actuellement, il est en direct de Manhattan. On l'écoute. Et nous continuerons de le faire jusqu'à ce que nous ayons trouvé et découvert tous les faits pertinents. La défense des droits des victimes de violences sexuelles est bien l'une des priorités de ma fonction. En ce qui concerne cette victime, nous considérons que nous n'avons rien fait qui remette en cause notre soutien envers elle ou qui menace la protection de sa vie privée et de sa sécurité. Nous continuerons d'agir ainsi. Après la présentation de l'acte d'inculpation, je vous avais dit que le devoir d'un procureur est de s'assurer que les garde-fous inclus dans la loi américaine sont offerts à tous ceux qui se présentent devant nos tribunaux. Notre système judiciaire cherche à offrir justice et équité aux victimes et à ceux qui commettent ces actes. En tant que procureur, nous devons faire ce qui est juste et bon dans chaque circonstance, sans crainte et quelles que soient les conséquences de ces décisions. C'est sur cette base que nous avons adopté les mesures qui ont débouché sur l'audience de ce jour. En l'espèce, comme dans toutes les autres affaires, notre bureau s'attache à faire émerger la vérité et c'est bien ce principe qui gouvernera notre action. Cyrus Vance Jr., le procureur de l'affaire DSK. Un mot peut-être de commentaire sur cet homme qui est véritablement l'homme clé de ce dossier, on a l'impression aujourd'hui. On a l'impression qu'il ramasse le pli, si vous me permettez l'expression un peu triviale. C'est lui qui provoque l'audience d'aujourd'hui, c'est lui qui s'empresse de verser les éléments à décharge, c'est lui qui donne comme avis
d'une libération de M. Strauss-Kahn sans qu'il y ait de caution sur parole. C'est vrai que les avocats de la défense ont l'air d'avoir moins de mérite. C'est peut-être totalement faux, mais ils apparaissent un peu comme les suiveurs, les bénéficiaires par ricochet de l'action du procureur. Ouais. La justice américaine peut être présentée comme tout à fait impartiale, droite, vis-à-vis des puissants comme des humbles. C'est la justice américaine représentée par le procureur et c'est M. Vance qui, c'est vrai, est lui aussi en campagne électorale pour sa propre réélection. Alors c'est vraiment un formidable candidat, M. Vance. Merci beaucoup. Ça sera le mot de conclusion. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale dont je vous rappelle bien sûr la principale information, la libération sur parole ce soir de DSK, Dominique Strauss-Kahn, qui peut aller et venir aux États-Unis seulement, puisque la justice américaine, vous le savez, eh bien, lui a conservé son passeport. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. À suivre, Parlement Hebdo, Mickaël Zamès, eh bien, vous receviez ce matin le porte-parole du Parti socialiste, Benoît Hamon, qui, bien entendu, a évoqué cette affaire. Très bonne soirée à tous.